Étape numéro 5. Ça concerne ce qu'on appelle la niche. Il s'agit pour vous de sélectionner la niche de fonctionnement adaptée à votre boutique. Alors la niche, c'est quoi? La niche, c'est le secteur d'activité, le domaine dans lequel va se spécialiser votre boutique. Quel genre de produit est-ce que vous allez acheter ou proposer plutôt à vos clients, etc. Alors, un des premiers aspects à considérer, c'est l'étendue de votre niche. Est-ce qu'elle sera générale? Est-ce qu'elle sera particulière ou est-ce qu'elle sera ciblée? Une niche d'étendue générale, c'est ou alors une boutique générale, disons plutôt comme ça, c'est une boutique qui vend un peu de tout. Un peu comme Amazon. Sur Amazon, vous pouvez trouver tout. Vous pouvez trouver des papiers, vous pouvez trouver des boucliers thermiques nucléaires. Bon, j'exagère, je ne suis pas celui qui est ça sur Amazon, mais il y a des sites web comme ça veut dire, vous arrivez dans certains magasins, vous pouvez trouver tout et n'importe quoi, la nourriture, tout et n'importe quoi. Euh, donc il faut savoir si c'est ça qui vous intéresse. Alors les avantages de ça, c'est que vous pouvez rejoindre un tas d'individus complètement différents. Vous pouvez vendre un tas de produits différents. Si un produit ne marche pas, bon, les 50 000 autres produits que vous vendez vont pro. Il y a quelques produits parmi tous ceux-là qui vont forcément marcher, ça devrait, sinon vous devriez être extrêmement malchanceux ou quelque chose comme ça. Donc, et il se peut même que vous ayez plusieurs produits qui marchent en même temps. Alors, l'étendue particulière, ça veut dire que vous ne vous limitez pas à un seul produit, mais vous vous limitez à une gamme de produits qui sont plus ou moins reliés à un sujet, etc., etc. Donc, vous pouvez par exemple choisir la niche euh, des propriétaires d'animaux. Bon, ça c'est même un peu vaste, des propriétaires de chiens. Donc, c'est-à-dire vous faites une boutique pour ceux qui ont des chiens. Donc, dans cette boutique, vous allez peut-être vendre des colliers, peut-être de la nourriture pour chiens, peut-être des dispositifs de toilettage pour les chiens, des gadgets pour chiens, etc. Donc, c'est vraiment orienté chien, par exemple. Donc, on ne va pas retrouver des boucliers thermiques parce que les chiens n'utilisent pas les boucliers thermiques, par exemple, et etc. Ce genre d'incohérence. Ou alors, vous pouvez avoir une étendue extrêmement ciblée, c'est-à-dire vous vendez un type de produit extrêmement spécifique. Vous pourriez par exemple vous concentrer sur des haut-parleurs. Vous vendez des haut-parleurs Bluetooth uniquement. Vous ne faites rien d'autre. Alors les haut-parleurs peuvent être petits, ils peuvent être grands, ça peut être des haut-parleurs de basse, ça peut être des haut-parleurs trem, ça peut être des haut-parleurs pour système home cinéma, mais ils seront tous Bluetooth par exemple. Ça c'est extrêmement ciblé. Alors, vous faites pas juste des trucs. Et puis, vous pouvez aller encore un peu plus ciblé que ça en faisant un site web qui vend un seul type de produit. Par exemple, une montre connectée. Mais vous allez la vendre en rouge, en vert, en jaune, en bleu. Mais c'est exactement la même montre connectée. Toutes les montres connectées ont exactement les mêmes fonctionnalités. Tout. Tout ce qui va changer, c'est peut-être les couleurs des montres, par exemple. Donc, c'est important pour vous de savoir quelle sera l'étendue. Parce qu'à chaque étendue va dépendre ou correspondre un niveau d'implication. Par exemple, dans le général, pour pouvoir satisfaire tout le monde, il faudra que vous vendiez de tout ou presque tout. Et comme ça correspond à des utilisateurs différents, parfois au niveau de la publicité, il faudra essayer de cibler tous les cas de figure. Ça veut dire, par exemple, un magasin comme Walmart, il faut qu'ils ciblent en période de rentrée scolaire les parents qui ont des enfants, parce que c'est la rentrée scolaire. Il faut qu'ils ciblent ceux qui veulent faire l'épicerie parce qu'ils vendent de la nourriture. Il faut qu'ils ciblent ceux qui veulent les habits. Il faut qu'ils ciblent. Non, ils doivent avoir plusieurs niveaux de campagne de publicité pour essayer d'attirer tout le monde. En même temps, lorsque la boutique a déjà une certaine autorité, ça peut plutôt jouer en votre faveur parce que de toute façon, vos produits satisfont pratiquement tout le monde. Donc, parfois, sans même faire de publicité, les gens vont se retrouver chez vous parce que il y a des gens qui, quand ils ne trouvent rien dans les magasins, ils vont à Walmart parce que on trouve de tout à Walmart. Donc, même par défaut, ils y vont. Donc, ça peut être dans certains cas un avantage. Mais ce sera à vous de voir. Alors, au niveau
des étendues particulières ou ciblées, l'avantage c'est que vous n'avez pas à trop vous disperser. Donc vous pouvez, par exemple, si vous faites un commerce sur les propriétaires de chiens, toutes les communications que vous allez faire sont destinées à un même public, les propriétaires de chiens, qu'ils soient peut-être hommes ou femmes, adultes ou adolescents, ou par exemple, bon bref, ça dépend. Mais le point commun, c'est que ce sont tous des propriétaires de chiens. Donc les affiches, les publicités que vous allez faire, euh, en fait, vous faites ça plus ou moins une fois. J'exagère un peu, je simplifie un peu quand je dis une fois. C'est par opposition à Walmart où vous devez faire 50 publicités pour 50 profils différents. Ok? Donc, ce sera à vous de voir. Est-ce que je me diversifie? Si oui, jusqu'à quel niveau? Sinon, dans quoi est-ce que je me concentre? Autre élément d'importance, c'est la source. D'où vont venir vos produits? Alors, quand vous faites du dropshipping, ça veut dire que vous identifiez des fournisseurs et chez ces fournisseurs, vous achetez des produits à des prix relativement bas que vous revendez un peu plus cher. Et puis, les clients vous payent, vous payez les fournisseurs et vous restez avec la différence. Il faut donc identifier la source chez laquelle vous allez obtenir cela. Alors, vous pouvez traiter avec plusieurs fournisseurs indépendants, mais ça peut rendre les choses un peu compliquées, ou vous traitez avec une source unique qui, elle, est en contact avec plusieurs vendeurs indépendants. Donc, ça peut être le cas d'Amazon, eBay, AliExpress, etc. Nous, dans notre cas, du moins dans les cours que nous avons faits et que nous vous recommandons chaudement, nous nous sommes concentrés sur AliExpress. Il faudra également déterminer l'étendue de la niche, c'est bien. Déterminer la source des produits, c'est bien, mais après cela, la prochaine étape, c'est de déterminer les produits que vous allez effectivement vendre. Parce que on s'entend bien, les produits pour chiens, il y en a des centaines, peut-être des milliers. Même si vous vous spécialisez dans la niche des propriétaires de chiens, vous n'allez pas vendre tous les produits possibles dont peut avoir besoin un chien. Bon, ça peut être votre objectif, mais parfois ça ne marchera pas de même. Donc il faudra quand même sélectionner les produits que vous allez désirer vendre. Alors, combien de produits allez-vous vendre? Ça n'appartient qu'à vous. Vous pouvez décider de ne vendre qu'un seul produit dans votre boutique. Vous pouvez décider d'en vendre 8500. Ça dépend de vous, de votre implication, de votre budget et tout. Mais nous vous recommanderions, je pense que c'est rayon dans ce cas, rayon ou rond en tout cas. Ce qu'on vous recommanderait, ce serait d'avoir un minimum de 24 produits. Alors pourquoi 24 produits? Parce que 24, c'est un nombre intéressant parce que c'est 6 fois 4, c'est 4 fois 6, c'est 2 fois 12, c'est 3 fois 8, etc., etc. Donc, tous les chiffres que nous avons prononcés, c'est juste des manières de représenter vos produits. Donc, imaginons par exemple qu'une page produit classique comporte 6 produits. Donc, avec 24 produits, ça veut dire que vous aurez 4 pages produits. C'est-à-dire un peu comme les résultats de Google. Quand vous cherchez quelque chose sur Google, vous avez le premier résultat de la première page de résultat, la deuxième page de résultat, la troisième page, la quatrième page de résultat. Donc, si vous avez par exemple 24 produits et que chaque page de produit présente 6 produits, vous aurez une première page de résultat qui aura 6 produits, une deuxième, etc. Ça fera 4 produits. Donc, ça donne au moins à l'utilisateur l'impression de se balader dans un site. Quand vous allez sur Amazon, c'est impressionnant parce que pratiquement, quel que soit le produit que vous cherchez, il faudrait, pour examiner toutes les possibilités, que vous naviguiez dans le site web, etc. Même si vous connaissez déjà parfois les produits intéressants, parfois vous êtes attiré à juste continuer à naviguer dans les autres pages pour peut-être découvrir des prix plus intéressants ou de nouveaux produits, etc., etc. Donc, ça donne indirectement à l'utilisateur l'impression que la boutique est fournie, etc., qu'il y a de la matière, il y a de la qualité, il y a de la diversité. Et ça peut jouer en votre faveur. Si vous avez une page où il n'y a que 3 produits, et dans toute la boutique il n'y a que 3 produits,
bah, certaines personnes qui vont entrer vont se dire, bon, bah, ce magasin, il est un peu suspect, il n'y a pas beaucoup de choses. C'est vous-même. Quand vous entrez dans un magasin, imaginez qu'il n'y ait pas de produits, ça semble un peu vide. Peut-être vous ne serez pas trop à l'aise à acheter, sauf si c'est vraiment ce que vous voulez. Non, bref, ça c'est à vous. Vous pouvez en prendre 12, vous pouvez en prendre 2, ça dépend de vous, de votre niche, etc. Autre chose qu'il faudra déterminer, c'est la tarification, la stratégie. Parce que n'oubliez pas, dans le dropshipping, euh, vous achetez chez un fournisseur à des prix relativement bas et vous devez les revendre par la suite à vos utilisateurs en mettant votre marge. Alors, dans quelle proportion est-ce que vous allez affecter une marge? Est-ce que le produit de départ, vous allez le multiplier par 10, par 2, par 1? Certains multiplient les prix de départ par un facteur, d'autres ajoutent juste de l'argent. Alors vous pouvez décider que je multiplie tout par 2. C'est-à-dire que si le produit initial coûtait 1 $, moi je vais le vendre par exemple 2 $. Ok, ça fait que vous restez avec 1 $ en poche, etc. Il y a d'autres personnes qui vont se dire, quel que soit le produit que je vends, je voudrais que 10 $ rentrent dans ma poche. Ça veut dire que si on reprend l'exemple de tout à l'heure, un produit qui coûtait 1 $ sur AliExpress par exemple, vous le vendez 11 $. Ça veut dire que après avoir payé le fournisseur, vous restez avec 10 $. Et vous appliquez exactement la même formule, quel que soit le produit. Ça veut dire que vous gagnez toujours 10 $ partout. Alors moi, je peux vous dire qu'il n'y a pas de règle parfaite. Bon, certaines personnes viennent avec des formules pour déterminer une règle qui marche dans tous les cas. Moi, je vous dirais que il faudrait réfléchir à une stratégie de base, c'est-à-dire si aucune règle particulière n'est appliquée, quelle tarification allez-vous utiliser? Et puis maintenant, dépendamment de la nature du produit, vous allez peut-être venir réviser particulièrement la manière dont vous allez la présenter, euh, cette tarification-là, à vos utilisateurs. Mais c'est important de le définir, de l'avoir en tête avant de commencer quoi que ce soit.